Alors, Éric Birloez. Bonjour. Bonjour, vous êtes historien, sociologue de l'alimentation, ingénieur agronome de formation, auteur d'une dizaine d'ouvrages, dont la célèbre Histoire de la cuisine française. Et vous réfléchissez, vous travaillez depuis longtemps sur les comportements alimentaires. Le but, en fait, de ce débat, c'est bien de comprendre le contexte historique, économique et comportemental de notre affaire de lutte contre le gaspillage. Geneviève Ferronne, spécialiste de la notation extra-financière des entreprises, de la responsabilité sociale de ces mêmes entreprises, de l'économie circulaire. Vous avez dirigé le secteur développement durable de Veolia, fondatrice de Casabi, société de conseil, et auteur également, comme vous, d'une dizaine de livres, dont 2030, le crack écologique, ou avec Jean-Didier Vincent, bienvenue en Transhumanité. Enfin, Dorothée Briaumont, vous êtes directrice de Solal. Solal, ça signifie pour donc solidarité des producteurs agricoles et des filières alimentaires. Lancée en mai 2013, Solal réunit les acteurs de la profession dans le but d'utiliser les surplus pour organiser des dons. On en parle dans un instant. On va commencer avec vous, Éric Birloez. Quand on regarde l'histoire, l'homme est-il un gaspilleur alimentaire invétéré? Ben, en fait, c'est vrai que le gaspillage alimentaire n'est pas quelque chose qui est né avec les 30 Glorieuses. Nos ancêtres du Paléolithique, quand ils avaient chassé un mammouth, ou peut-être un zèbre d'ailleurs, ils se retrouvaient devant une quantité de nourriture à disposition qui était généralement bien plus importante que celle qu'ils pouvaient consommer, surtout que pendant 2 millions d'années, ils n'avaient pas encore domestiqué le feu. Ce n'était pas un gaspillage délibéré, volontaire, mais c'était quand même une perte, un gaspillage de nourriture. Et puis, je me suis rappelé, puisque j'ai vu qu'on allait parler de glanage dans la suite de, cette, avec Solal, oui, de ce colloque, que finalement, ces dispositifs consistant à prendre conscience qu'il y a du gaspillage alimentaire et qu'on peut faire bénéficier les populations défavorisées, on dira aujourd'hui, les pauvres en clair, de nourriture qui serait allée à la poubelle, c'est quand même pas si récent. Il y a un texte dans la Bible, dans l'Ancien Testament, donc c'est plusieurs siècles avant le début de l'ère chrétienne, qui raconte comment un propriétaire terrien, qui s'appelle Boz, enseigne à une jeune veuve, qui s'appelle Ruth, les règles du glanage. Et le glanage est une pratique qui remonte à la plus haute Antiquité, qui est codifiée. Le droit de glaner, il y a aussi le droit de grappiller, aussi le droit de glander, alors EE à la fin, hein, pas ER. Tout ça, ce sont des droits qui sont inscrits depuis l'Antiquité. On reconnaît aux pauvres la possibilité de récupérer ce qui a été oublié par les moissonneurs, par les cueilleurs, etc. Et tout au long de l'histoire, on a ça à Versailles, par exemple. Louis XIV, évidemment, les tables croulent de nourriture. Il y a des gens dont le métier, alors c'est un métier qui a disparu, on les appelle des regrattiers, c'est de récupérer la nourriture en excès et de la vendre aux grilles du château de Versailles. Donc vous voyez, le gaspillage, volontaire ou pas, c'est quand même une longue histoire. Alors le gaspillage, justement, c'est un peu comme un château, comme une grosse voiture parfaitement disproportionnée, inutile, comme un jet privé. C'est un marqueur social. Plus je suis riche, plus j'ai le droit de gaspiller. Ah bah oui, alors ça c'est un signe extérieur de richesse. Moi, je fais, et c'est quelque chose qui n'a pas disparu. Au Moyen-Âge, il faut manger selon sa qualité. C'est l'expression qu'on utilise à l'époque. C'est-à-dire on doit manger en fonction de la place que l'on occupe dans la société. Donc si je suis un seigneur, je dois manger comme un seigneur, c'est-à-dire plus que les autres. Et surtout, je dois, lorsque j'invite à ma table, en mettre plein la vue. Déjà à Rome, ça existait. C'est pour ça qu'il y avait des lois somptuaires pour essayer de réglementer un petit peu les choses. Mais il y avait donc signe extérieur de richesse. Mais vous savez, moi, il m'arrive pour faire des enseignements d'aller dans des pays comme la Chine, comme le Liban. Mais en Chine ou au Liban, quand je suis invité au restaurant, on quitte la table en n'ayant pas mangé la moitié de ce qui est sur la table. Donc c'est à la fois pour nous honorer, mais c'est aussi une manière de montrer qu'on a les moyens. Donc vous voyez, on a des ressorts du gaspillage alimentaire qui sont comportementaux et qui remontent, là encore, à bien longtemps. Alors on a remonté quelques milliers d'années en quelques minutes. On va continuer. Les 30 Glorieuses, 30 ans de surconsommation. Alors, le gaspillage alimentaire n'est pas né, comme je le disais, après la Deuxième Guerre mondiale, mais il est clair qu'il y a eu une explosion du gaspillage alimentaire liée à quoi? À plein de choses, mais quand même à la modification profonde du système alimentaire. Tout a changé en 40 ou 50 ans. Évidemment, la production agricole, l'intensification de la production agricole, l'industrialisation de l'alimentation. Aujourd'hui, quand vous dépensez 100 € pour acheter vos aliments, 85 € vont à des produits
industrialisée, transformée par une usine. La grande distribution, elle apparaît, l'hypermarché, concept français, apparaît en 1963. La restauration hors foyer se développe. Or, où est-ce qu'on gaspille beaucoup aujourd'hui en France? C'est dans la restauration collective et dans la restauration commerciale. Et puis le consommateur, le consommateur qui est devenu, enfin le mangeur, pardon, qui est devenu un consommateur exigeant. Donc tout ce système et tous les maillons du système ont contribué à ce que nous gaspillons de plus en plus de nourriture. Alors, qu'est-ce qui semble en évolution aujourd'hui dans nos modes alimentaires et pourquoi? Est-ce que ça évolue déjà? Alors ça c'est un vaste sujet évidemment. Moi ce qui me frappe beaucoup c'est que quand j'essaye de réfléchir aux évolutions de l'alimentation et de notre rapport à l'alimentation, je me dis mais c'est évident qu'il y a du gaspillage alimentaire. Finalement qu'est-ce qui se passe? C'est que l'alimentation a perdu de sa valeur. Quelque chose auquel vous n'attachez pas, vous n'attribuez pas de valeur, c'est quelque chose que vous allez gaspiller. Alors on pourra décliner, mais peut-être tout à l'heure. Oui, oui. Quand je parle de la valeur de l'alimentation, eh ben, c'est la valeur vitale, c'est la valeur humaine, c'est la valeur culturelle, c'est la valeur identitaire, l'identité de l'aliment, c'est la valeur symbolique, c'est la valeur sacrée, etc., etc. Donc on peut en rajouter. Alors, merci de passer le micro qui est sur votre fauteuil. Regardez, vous en avez 2 pour vous tout seul. On va le donner à Geneviève Ferron. Je vais lui poser une petite question parce que, évidemment, ça évolue. Et puis on commence à évoquer des termes un peu baroques, il y a peu de temps, comme l'économie circulaire, le recyclage, la réutilisation, voire l'éco-conception. Qu'est-ce qui se passe, Geneviève Ferron? Qu'est-ce qui se passe? Alors derrière ces termes baroques, oui c'est un peu baroque, mais ce qui se passe c'est quasiment peut-être une forme de retour aux sources. Enfin, comme vous l'avez évoqué, il se passe qu'on n'est pas très bien engagé dans le XXIe siècle. Que ce siècle va être passionnant. Alors, je suis d'accord, il faut vraiment que vous recrutiez des joyeux de riz parce que le combat va être rude, donc autant pas être avec on va dire, des oiseaux de mauvais augure parce qu'il va falloir beaucoup d'énergie et d'imagination. Oui, mais je connais la bête. Ouais. Les choses sont claires. Ça fera la belle et la bête. Voilà, non, pas du tout. Mais ce qui est compliqué, c'est que on est simplement dans une. Oui. Ce qui se passe, c'est qu'on est, on va faire court. On est dans une économie, on me dit linéaire par opposition à circulaire, mais en fait cette économie linéaire qui est je prélève, je transforme, je jette et je recommence sans se soucier de dire qu'est-ce que je prélève, comment je transforme et où je jette. Donc ça, alors on appelle ça l'économie linéaire. Pour moi, c'est une économie paresseuse. C'est une expression personnelle, mais c'est paresseux au sens où il n'y a pas beaucoup d'intelligence. Savoir, je prélève ce dont j'ai besoin, je le transforme et puis j'essaye de le fourguer à quelqu'un et je jette quelque part mes résidus de transformation. Oui. C'est paresseux, mais ça a très très bien fonctionné depuis 200 ans, au début d'une ère industrielle, qui a été d'ailleurs qui a été florissante jusqu'à, on va dire, la deuxième partie du XXe siècle, grâce aux énergies fossiles en abondance. On ne se posait absolument pas la question de la finitude des ressources, oui. Au contraire, même s'il y avait quelques signes avant-coureurs, et on ne se pose pas la question d'être dans l'optimisation et encore moins dans la frugalité. La frugalité, c'est encore une étape ultime, parce que, alors, passer de l'abondance, du gaspillage à un message de frugalité, on va en perdre quelques-uns au passage, parce que tout le monde n'est pas taillé pour la frugalité. Ça fait peur un peu. Voilà, moi, je préfère utiliser sobriété. Alors, l'économie circulaire, c'est tout simplement cette idée qui est de dire, finalement, dans la nature, regardez dans la nature, il n'y a pas... En gros, reprenons l'espèce humaine est la seule espèce qui ne produit pas des déchets bionourriciers. C'est-à-dire que dans la nature, tout se transforme, absolument tout se transforme, quoi que vous puissiez faire, tout va retourner dans un cycle de vie, de transformation, en engrais, en production, en lumière, la photosynthèse, en énergie, en chaleur. Et l'idée de l'économie circulaire, c'est de dire, essayons d'être dans une logique de métabolisme, c'est-à-dire que essayons de reproduire dans ce grand système qu'est la Terre et dans cet écosystème dans lequel nous sommes quand même érigés en prédateurs en chef, essayons de retrouver un petit peu de mesure dans l'utilisation de nos ressources, oui. Et passer plutôt à une économie qui est sur le volume, à une économie qui est sur la valorisation de la ressource. Oui, vous l'expliquez également dans le bouquin. Aujourd'hui, je prélève ce qu'il faut, voilà, je consomme ce qu'il faut, voilà. Et je ne jette plus, je recycle. Je recycle. Donc je prélève en se posant la question de comment je prélève de quoi j'ai besoin, mais aussi
vous parliez d'éco-conception. Oui. C'est un cycle. En fait, une fois que vous êtes rentré dans la boucle, tout est cohérent. Quand on sait qu'on va recycler, on éco-conçoit. Voilà. Quand vous savez que vous allez recycler ou réutiliser une matière première que l'on qualifie de secondaire, eh bien, si je peux la remettre dans un cycle de production, ça suppose que en aval et en amont, je sois bien cohérent. Oui. Mais ça change complètement les métiers de l'ingénieur, les métiers de designer, ça change complètement nos rapports à la production et à la consommation. Donc c'est quand même une sacrée révolution qui est en marche. Oui, avec l'alimentation, qui est l'agriculture. L'alimentation sont des secteurs très importants dans ce cadre-là. L'alimentation et je dirais la valorisation des ressources alimentaires, c'est une denrée absolument, enfin c'est une denrée, oui c'est le cas de le dire, oui, c'est une donnée absolument centrale. Parce que probablement que le gaspillage alimentaire nous touche énormément dans notre rapport simplement à la famille, à la société, au sacré. L'alimentation, il y a une charge, une charge émotionnelle, identitaire qui est très forte dans l'alimentation. Qu'il n'y a pas forcément dans un déchet industriel. Donc l'alimentation donne à voir beaucoup plus de nos excès que ce qu'on pourrait voir dans d'autres secteurs industriels. Mais le gaspillage de l'eau, on peut parler d'autres formes de gaspillage, l'énergie, l'eau, mais l'alimentation probablement est quelque chose qui nous touche beaucoup plus parce qu'on est dans un rapport quasiment, de l'ordre de sacré, pas dans un sens religieux, mais dans un sens de ce qui nous, religieux au sens de ce qui nous relie à l'autre. Alors, évolution encore, Dorothée Briaumont, c'est intéressant de voir comment Solal est né finalement. Ça a démarré il y a peu de temps, sous l'impulsion de l'ancien président de la FNSEA, qui n'est pas Luc Guyot, mais qui est Jean-Michel Métayer, qui est décédé d'ailleurs quelques temps après. Création donc récente, 1 an à peu près. Et vous, quel diagnostic avait été fait dans cette filière agricole et agroalimentaire ? Merci. D'abord, je suis ravie d'être dans le temps des solutions, parce que je partage avec vous tous le fait que c'est bien qu'on fasse le comment joyeusement. Et d'ailleurs, Jean-Michel Lemétayer et les leaders syndicaux agricoles sont sur ce registre, donc c'est très agréable. Alors, en fait, on a mis 1 an pour faire un diagnostic de l'existant. Je voudrais tout de suite dire que les producteurs n'ont pas attendu Solal pour donner, bien évidemment. Mais l'idée, c'était de voir comment on pouvait renforcer l'existant. Donc effectivement, on a rencontré à peu près 130 personnes, dont notre joyeux drill préféré, parmi les associations. Oui, non, ça doit aller. Ça va ? Oui. On a rencontré effectivement des gens de terrain, donc des opérationnels, des agriculteurs par filière. On a vu aussi des personnes que je considérerais peut-être aussi comme des visionnaires. Donc ça peut être Martin Hirsch, ça peut être Jean-Paul Delevoye. Enfin voilà, on a croisé à la fois les cultures, les compétences pour essayer d'écrire la feuille de route de ce qui s'est appelé ensuite Solal. Alors, premier diagnostic, le don est chronophage. C'est même vécu comme une contrainte par certains et on le comprend, notamment au niveau de l'exploitation agricole. Eh bien, le but, comme n'importe quel opérateur économique, c'est de vendre ce que l'on produit. Et donc, c'est quand même ça qui, effectivement, est le métier, notamment de l'agriculteur, de l'industriel, de la grande surface. Et donc, quand il s'agit de donner, c'est à côté. Bon, en face, on a un secteur, la plupart du temps, tenu par des bénévoles. Donc, c'est vrai que pour se faire rencontrer ces deux mondes, souvent, c'est pas facile parce qu'il faut du temps, on tombe sur un répondeur ou alors c'est pas possible. Enfin, voilà. Donc, il y a cette notion de chronophage. Ensuite, il y avait des gisements à exploiter qui existaient. Donc tout le monde maintenant a compris l'emblème du concombre tordu. D'ailleurs, je tiens à excuser ma présidente qui notamment est maraîchère et productrice de concombre. Le concombre tordu, qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est qu'il est tordu, mais il reste sain, loyal et consommable. Voilà, vous avez maintenant, on décline, on est sur le fenouil ébouriffé. Voyez. Donc, en fait, il y a des gisements qui sont inexploités. Et puis, alors, donc ça, c'est l'histoire du hors-calibre, ce qu'on appelle le hors-calibre, donc c'est pour ça que je parle du tordu. Ensuite, vous avez la saturation du marché. Effectivement, quand on ne peut pas vendre parce qu'il y a surplus. Vous avez le surplus, là, par exemple, c'est ce qui se passe avec les mesures d'embargo russes qui font que les pays qui avaient l'habitude, les pays de l'Est notamment, qui avaient l'habitude d'exporter sur la Russie, sont en train d'inonder le marché intérieur et donc toutes les règles de marché et d'équilibre sont bousculées. Vous avez également des refus de palette. Alors là, le refus de palette, qu'est-ce que c'est? C'est ce que vous avez vu, c'est extrêmement bien médiatisé maintenant. C'est effectivement un producteur qui va livrer ou qui confie à un transporteur des palettes de produits. Et parce que, alors là, c'était le cas, Angélique Delahaye est venue à une réunion ministérielle avec 5 fenouils ébouriffés. Il y en avait un qui avait une petite tache brune et ce sont les palettes avec 20 colis qui sont repartis. Voilà, donc qu'est-ce qu'on en fait?
Oui. Parce que la plupart du temps, on demande aux producteurs de payer le chemin retour. Voilà. Ça. Donc, gisement inexploité. Alors, troisième point du constat, c'est qu'en voyant les associations d'aide alimentaire, elles nous disent qu'on a un fort déficit en produits frais, notamment parce que l'aide publique, qu'elle soit nationale ou communautaire, pourvoit en produits secs, surgelés, en conserve et peu, en majorité, on va dire, et peu en produits frais. Donc, on s'est dit qu'il y avait là aussi un créneau, en tous les cas, à remplir. Oui. Et puis, enfin, dernier point du diagnostic, les problèmes de logistique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous occuper du don sans, dès le début, prendre en compte la notion du conditionnement et du transport. Vous pouvez annihiler un don totalement si vous n'avez pas prévu cela. Pourquoi ? Parce que des deux côtés, que ce soit du côté du donateur ou que ce soit du côté de l'association bénéficiaire, eh bien, en fait, ça représente du temps, toujours, et un coût. Oui, et qui prend en charge cela ? Donc voilà, tous ces éléments de diagnostic qui font qu'on s'est dit que peut-être Solal pourrait aider à lever ses freins, en tous les cas, et à compléter l'existant. Voilà. Comment vous avez répondu à ces constats, à ce diagnostic? Qu'est-ce que vous avez mis en place? C'est une interface, en fait, c'est ça? Exactement. Donc l'idée, c'est de faciliter le don à plusieurs niveaux. Effectivement, de renforcer et d'aider le donateur, puisqu'on a dit que c'était une contrainte. Donc en fait, très concrètement, un donateur téléphone à Solal, et Solal va prendre en compte l'interface entre le donateur et les associations. Donc, très concrètement, voilà, alors en ce moment, les volumes sont assez gros. Hein, c'est 100 tonnes de pommes de terre, 300 tonnes de pommes, mais il peut y avoir 4 tonnes d'oignons. Hein, voilà, là, on respire un peu. Et donc, en fait, voilà, j'ai tant de tonnes à donner. Donc, l'idée, c'est de caractériser l'offre, de voir tout de suite quel est son conditionnement, quel est le transport possible. Est-ce que le donateur a déjà une flotte de transporteurs? Est-ce que les associations vont venir, etc. Et Solal envoie soit à des associations désignées par le donateur, soit il dit, écoutez, ça m'est égal, il faut que ça parte. Auquel cas, on travaille, nous, avec des associations nationales habilitées, alors habilitées par les pouvoirs publics à recevoir de l'aide publique et à ce titre, à être contrôlées régulièrement sur la traçabilité du don. Ce qui est important aussi pour rassurer les donateurs. Parce que je ne l'ai pas dit, mais parmi les freins exprimés, et je pense que ça c'est important, c'est qu'il y a toujours des risques de marché parallèle. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui récupèrent des produits donnés pour les revendre. Alors ça existe partout. Il faut que le don soit don jusqu'au bout. Voilà, exactement. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'on travaille avec ces associations, on leur fait cette offre, elles doivent répondre, ce sont des produits périssables la plupart du temps, donc elles doivent répondre extrêmement rapidement et dire je prends la totalité, un peu, beaucoup. Et après, Solal essaye de répartir. Alors, il n'y a pas d'algorithme, il n'y a pas de règle de 3, je le dis, parce que, bon, voilà. En fait, on essaye de répartir ce qui tend à être de l'équité, c'est-à-dire que je prends le don minimal qui est demandé par une petite association, je le donne à toutes celles qui sont intéressées et ensuite j'incrémente en fonction de ce qui était voulu au départ. Voilà. Et comme ça, chacun en a sa part, mais tous ne l'ont pas tout entier, certes. Alors, voilà. Les premiers résultats, on va regarder quelques images d'ailleurs du glanage de pommes de terre. Alors ça, c'était avec l'UDAF dans le Loiret, voilà. C'est bien ça. Oui. Et cette action a été primée par le ministre de l'Agriculture. Oui. Vous avez reçu le prix anti-gaspi agriculture. C'est pas rien quand même. Hein. Non, les premiers résultats donc. Oui, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que Solal aussi, quand je vous disais que c'était le facilitateur du don, l'idée c'est de ne pas tout régenter bien évidemment depuis Paris, c'est d'avoir des relais locaux, donc on commence déjà à en avoir une douzaine, et l'idée c'est de faire vivre les territoires et les acteurs du territoire, donc de les regrouper. Là très concrètement, l'UDAF du Loiret téléphone à Solal et dit bon ben voilà, j'ai un projet de glanage, comment on fait? Le contexte était difficile, vous le savez très bien, c'est-à-dire qu'il y a des vols en exploitation, donc c'est vrai que c'est difficile d'ouvrir finalement son exploitation à des étrangers. Voilà, il faut que ce soit encadré, première règle. Donc créer de la confiance pour cette action. Donc je dirais garantir une organisation du glanage. Deuxièmement, sécuriser le processus sur le plan juridique, c'est-à-dire que moi j'ai veillé à avoir une note de l'administration qui garantisse que ça n'était pas du travail clandestin dans ce cadre-là, parce que sinon il faut faire attention, on ne peut pas glaner qui veut et voilà. Et il se trouve que ce projet était extrêmement bien ficelé, c'est-à-dire que vous aviez finalement plusieurs parties prenantes et vous avez eu plusieurs bénéficiaires. C'est-à-dire que vous avez ces jeunes lycéens qui sont un petit peu cabossés de la vie, comme je dis, qui ont commencé leur cours en allant en champ.
C'est plutôt pas mal. Donc finalement, ils en ont redemandé. Et d'ailleurs, ça s'est fait. Vous avez également les formateurs qui ont dit, bah tiens, esprit de cohésion dès le début. Ça va très très vite. Vous avez les bénéficiaires, parce que finalement, dans un premier temps, c'est 300 kilos de pommes de terre qui ont été donnés. Là, ils en sont à 1 tonne, hein, parce qu'ils ont continué. Donc 300 kilos dans un premier temps qui ont été donnés aux banques alimentaires. Donc là aussi, pas de marché parallèle, vous voyez, ça a été donné. Et enfin, les agriculteurs qui ont ouvert leur exploitation et qui disent « ça m'évite des repousses ». Donc finalement, un projet avec, comme on dit, multi-parties prenantes et avec des bénéficiaires à peu près à tous les niveaux. Donc voilà, c'est mon petit chéri, ce projet. Bon, Dorothée. Alexandre Jardin, là, je vous voyais sourire comme un zèbre joyeux. Voilà, le micro, en écoutant ce que nous racontait Dorothée. On vous cherchait. Oui, mais en revanche, de monter en puissance, c'est ça le problème. Ouais. Le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui font des trucs formidables au niveau individuel, mais le problème, c'est qu'il y a des gens comme vous. Ou plutôt la solution, c'est que ce sont les gens comme vous. J'étais caricaturalement enthousiaste. Oui. Ah bon, d'accord, très bien. Mais je ne sais pas, effectivement, je ne mentais pas. En fait, quand les gens sont des zèbres, ils vont bien. Ils vont psychiquement. C'est vrai. Tant mieux. C'est vrai qu'on va mieux. Je me lève le matin. Oui, mais oui, forcément. Je vous attends à la sortie. Alexandre. Mais ça fait déjà 2 tentatives. Une tout à l'heure. Ça va bien finir par marcher. Vous connaissez déjà ? Ah oui, bon. À la sortie. Il faut que tu fréquentes également cette dame. Oui. Alors, Éric Birlouez, je voudrais juste qu'on revienne sur un mot que vous avez utilisé tout à l'heure qui me paraît très important, c'est redonner de la valeur à l'alimentation. Comment on peut imaginer redonner une certaine valeur à beaucoup de choses? Qu'est-ce que vous entendez par là et comment on fait? Ça passe par l'éducation? Oui, bien sûr. Alors, je rebondis sur ce qu'a dit Geneviève Perronne tout à l'heure. C'est vrai que l'aliment n'est pas du tout un bien de consommation comme un autre. Mais alors, pas du tout. Tout simple. C'est pas seulement parce que l'aliment, c'est vital, mais parce que l'aliment, nous l'incorporons au sens littéral du terme. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'extérieur à nous que nous faisons entrer à l'intérieur de nous. Alors, même si on mange 3 ou 4 fois par jour, ça me paraît pas tout à fait banal, ce genre de truc. Et donc, du coup, se pose le problème, enfin, ce que j'indiquais tout à l'heure, de la valeur de l'alimentation. Et je pense que ce qui s'est passé au cours des 30, 40 ou 50 dernières années a été, malheureusement, une perte de valeur de l'alimentation, d'où le gaspillage alimentaire. Alors, je m'explique un peu plus. Déjà, la valeur vitale, mais ça, personne ne va s'en plaindre. Le matin, nous nous levons et nous ne nous posons pas la question, en France, pour la quasi-totalité des gens, est-ce que je vais manger ce matin ? On va se poser d'autres questions. Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Et là, c'est très anxiogène pour certaines personnes. Mais vous voyez, cette valeur vitale, on l'a forcément oubliée. Quelqu'un qui est affamé, il n'y a rien de plus précieux pour lui qu'une poignée de riz, qu'un morceau de pain. Il ne va pas le gaspiller, il va le manger jusqu'au dernier grain. Voilà, c'est une évidence qu'on peut rappeler. Il y a aussi la valeur économique et la valeur monétaire de l'alimentation. En 1959, soyons précis, un Français ou une famille, un ménage moyen consacrait 36% de son budget à son alimentation à domicile et hors domicile. Aujourd'hui, nous sommes à moins de 20%, toute alimentation. Donc, diminution de la valeur monétaire. Mais personne ne va s'en plaindre, bien évidemment. Mais aussi déclin de la valeur, et ça me frappe beaucoup, humaine de l'alimentation. On ne sait plus qui produit l'alimentation. Les agriculteurs, on ne les connaît plus. Ils sont 3% et nous sommes 80% de citadins aujourd'hui. Les entreprises alimentaires sont des boîtes noires. Nous allons dans un hypermarché, il n'y a pas de vendeur pour nous renseigner. Bref, on ne sait plus qui a produit l'alimentation que nous consommons tous les jours. Ça, c'est un petit peu embêtant. J'ai travaillé, juste pour donner un exemple très concret, j'ai travaillé sur le gaspillage alimentaire en restauration scolaire. Oui. Il y a des chefs qui arrivent à mettre le niveau de gaspillage alimentaire à la cantine, je parle comme les enfants, à la cantine, à 10%. Cantoche, oui, à la cantoche, je voulais dire, oui, à la cantoche. À 10%. D'autres chefs ont 30-35% de gaspillage. Il n'y a pas d'un côté des chefs qui ont plein d'argent et de l'autre des chefs qui n'ont pas d'argent. Pas du tout. Simplement, les chefs qui ont peu de gaspillage alimentaire, j'ai constaté que ce sont des chefs qui ne restent pas dans leur cuisine. Ils vont voir les enfants, les jeunes convives, après le repas, ils leur posent des questions, ils s'intéressent à eux, ils les connaissent, ils invitent les enfants,
lorsque ces enfants rentrent en 6e, à visiter les coulisses de la cuisine. Ils invitent les parents un samedi midi à venir manger à la cantine. Ils font quoi? Ils créent simplement une relation, ils remettent des noms, ils remettent des visages derrière un aliment. Quand vous savez qui a produit l'aliment que vous mangez, vous êtes un peu moins enclin à le gaspiller. Donc ça, c'est la valeur humaine. Oui. Il y a la valeur culturelle de l'alimentation. Bien sûr, la mondialisation, l'homogénéisation des pratiques alimentaires, la standardisation industrielle des produits fait que nous avons perdu également cette idée de savoir-faire derrière l'aliment, de savoir-faire, de terroir, etc. La valeur symbolique, la valeur sacrée de l'alimentation. Enfin, vous voyez, quand on décline toutes... Et enfin, dernière valeur très importante, la valeur identitaire. Je ne sais plus ce que je mange, disent toutes les personnes que j'interroge. On ne connaît plus l'origine des aliments. Ça, on sait que c'est une demande forte du consommateur. D'où ça vient? On ne sait plus. Il y a des ingrédients et on sait que ça peut venir de plein de pays, de plein de continents. On ne sait plus donc on ne sait plus d'où ça vient. On ne sait plus la composition. Mais regardez l'étiquette. Non, l'étiquette, ça me fait peur, plus que ça ne m'informe pas. On ne sait plus, je vous l'ai dit, qui a produit l'aliment, quels sont les process, etc. Donc l'aliment moderne est devenu non pas un ovni, mais un ocni, comme disait Claude Fischler, un objet comestible non identifié. Quand je ne connais pas l'identité de ce que j'incorpore, comment est-ce que je peux lui attribuer de la valeur? Donc vous voyez, quand on prend les choses, enfin c'est comme ça que je vois moi, une à une, on voit bien la valeur de l'alimentation. Alors que faire? J'arrive quand même à votre question. Alors il y a les aspects techniques contre le gaspillage alimentaire. Oui, j'ai fait un détour pour arriver au... Il y a tous les aspects techniques. Alors on va réfléchir effectivement aux dates limites de consommation, aux problèmes de calibre. Tout ça est très important. Mais je pense qu'il y a une action de fond, qui est une action qui n'est pas technique, qui est culturelle, qui est justement redonner de la valeur, des valeurs au pluriel, on a vu qu'il y en avait plusieurs, à l'alimentation. Donc évidemment, ça passe par l'éducation, dès le plus jeune âge, mais également pour nous adultes. C'est simplement redécouvrir, réapprendre la valeur, la noblesse, la beauté de l'aliment, de ceux qui le préparent, etc. Mais ça, c'est culturel. Vous voyez, là, on n'est pas dans le technique. Mais ça, c'est important, Geneviève Ferron, parce que là, cette idée de valeur, elle est hyper importante, non, pour la lutte contre le gaspillage dans tous les secteurs. Il faut retrouver cette valeur dans quel domaine, par exemple, qu'on a perdu. On va peut-être donner un micro. Ah bah non, le micro. Voilà, non, c'est bon. Geneviève, non, je croyais que tu avais pas de micro. Oui. La valeur, mais là, on a 15 jours, là. Non, c'est trois grandes idées. Disons que la valeur, c'est un peu la conscience, c'est juste prendre conscience, c'est faire les choses en conscience. Alors sans partir peut-être vers des terrains trop métaphysiques ou philosophiques, mais c'est vrai que la standardisation, l'uniformisation, le fait que on est dans une nourriture industrielle de plus en plus, donc nos enfants, d'ailleurs ce qu'on transmet à nos enfants, en tant que parents, se poser la question, parce qu'on s'est reproduit, enfin moi je me suis reproduit, donc j'ai des enfants et j'essaye de, c'est pas obligatoire, hein, mais j'essaye simplement de leur dire, posez-vous mangez en conscience, c'est-à-dire ne mangez pas debout, en regardant autre chose, en étant sur vos tablettes. Oui. Mais la cantine, c'est important aussi simplement de pouvoir identifier les aliments. Moi, je suis frappée d'une chose, c'est la façon dont les jeunes sont incapables de nommer les légumes. Moi, j'aime bien faire le marché parce que j'ai grandi en Afrique du Nord et il n'y avait pas de supermarché. Et donc, c'était cette relation où on discutait et on commentait et on s'échangeait des recettes. Mais quand on va dans un supermarché, je ne dis pas que c'est bien et mal. Hein, le but n'est pas de stigmatiser, de dire « ah, c'était mieux avant », etc. Mais simplement qu'on est devenu un peu hors sol. Et pour mon fils, par exemple, tous les oiseaux de la création sont des pigeons. Voilà. Donc, à un moment, je me suis quand même rendu compte de ça, parce que tant qu'on est à Paris, un pigeon, oui, ça le fait, effectivement. Il n'a pas beaucoup de chance de se tromper, c'est même un peu triste, mais il y a des mouettes, des fois. Mais à un moment, je me suis quand même inquiétée quand on était en pleine campagne et qu'il a commencé à me dire des pigeons, c'était pas des pigeons. Donc, je me suis dit, il y a peut-être un travail, ce travail sur la valeur, à la fois sur l'alimentation, prendre conscience et se dire que tout ne se vaut pas et introduire peut-être du sens. Donc je dirais que dans valeur, il y a ce mot de conscience et de sens.
sans trop charger non plus et faire des choses extrêmement lourdes et qui vont devenir pénibles et on ne sera pas éligible au statut de zèbre. Donc voilà, c'est de la légèreté. Donc la valeur, je dirais que c'est de la conscience du sens. C'est de la légèreté au sens de l'intelligence, une forme d'intelligence des situations et de faire en sorte qu'on ne soit pas obligé d'être dans de la reproduction et d'une sorte d'attitude un peu mimétique dans lequel on perd le goût, la joie et le sens de ce qu'on fait. Mais Dorothée, vous savez, juste pour terminer, quand on parle de l'économie, je reviens sur l'économie circulaire, quand on est dans une approche qui est linéaire, où on est finalement au bout du compte, on n'en est qu'à regarder les volumes. C'est quoi tes chiffres? Qu'est-ce que tu as fait comme chiffre? J'ai vendu X tonnes ou litres ou mégawatts ou ce que vous voulez. Mais là, vous n'êtes pas vraiment dans la valeur. Vous êtes vraiment dans une approche qui est quantitative, volume. Oui. Et la moitié de l'économie, on va dire non, les 3/4 de l'économie mondiale, on va quasiment aller plus, même les 99% de l'économie mondiale, c'est quand même des indicateurs de volume. Donc remettre de la valeur dans le volume, oui. Bonne chance, quoi. Mais c'est une révolution très intéressante. Alors, Dorothée Briaumont, sur cette même brièvement, je voulais juste livrer un témoignage du premier donateur qui est passé par Solal, qui était un producteur de pommes, et qui m'a dit, voilà, parce que je pose la question, pourquoi donnez-vous? Bien évidemment, parce que c'est important d'être transparent sur l'origine du don. Et il me dit, voilà, je produis des pommes et elles ne peuvent pas... Alors, elles sont petites, donc effectivement, elles ne sont pas marchandes sur le marché du frais. En revanche, j'ai une alternative, c'est de pouvoir les vendre à l'industrie. Il se trouve qu'actuellement, selon les saisons, enfin, le prix qui est proposé aux producteurs par l'industrie de transformation en compote est ridiculement bas. Et finalement, moi qui fasse ces calculs et qui regarde si le fait de bénéficier d'un avoir fiscal, finalement, ça met au même niveau, et voire ça peut même rembourser davantage le coût de revient pour la pomme, ça ne me gêne absolument pas. Mais en tous les cas, ce que j'ai bien aimé derrière ce discours qui pourrait être économique et qui pourrait gêner certains, c'est pas ça. C'est la phrase d'après. Il m'a dit, tu comprends, ça redonne de la valeur à mon produit. Parce que moi, ma pomme, j'ai mis de moi, c'est affectif aussi. Hein. J'ai produit cette pomme et quand j'offre une pomme, c'est la valeur de mon produit. Et je redonne de la valeur. Et finalement, il y a quelque chose qui n'a pas chiffré, mais c'était sa fierté de donner. Merci Dorothée. Alexandre Jardin, pour la conclusion de ce débat. Il y a un verbe que j'aime beaucoup, c'est le verbe jouir. Oui. Mais tout le monde n'a pas l'esprit mal placé. Il y a des êtres purs, comme moi. Et il a eu un prix féminin pour ça. Hein. Mais ce qui me frappe dans tout ça, c'est qu'il faut que les opérateurs de tout ça soient capables de jouir. C'est énorme. Parce qu'il s'agit de nourriture. De quoi on parle? On parle de bouffer. Non, on parle quand même de quelque chose. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé quand on s'est rencontré avec Guillaume, Babs, qui viendra parler après, c'est que c'est un jouisseur. Il a monté son truc, il travaille à la caisse de ces épiceries solidaires, avec son bouquin de cuisine, il s'agit aussi de jouir le plus possible. Et je n'ai rien contre la frugalité. Si, j'aime pas la frugalité. J'aime pas ça. Mais quand vous parliez de draguer avec vos bouquets de fleurs, vous donniez beaucoup plus que uniquement un cabas. Il s'agit aussi, à travers tout ce combat contre le gaspillage, à la fois de résoudre des problèmes d'urgence, mais par le plaisir. Et par le beau. Par le beau. Le bouquet de fleurs en plus. Mais si tout ce que vous faites à un moment n'est pas une affaire de jouisseurs qui ont envie aussi de faire jouir les autres, parce qu'il s'agit de ça, et comme le temps qui nous est imparti sur cette terre est assez bref, si on arrive à faire jouir tout le monde, ils ne marcheront pas. C'est pour ça qu'il faut... Je suis très content que vous soyez très portés comme ça sur le plaisir, et que vous aussi, que vous ayez un plaisir à faire ce que vous faites. Parce que si on le fait autrement, ça ne va pas faire des petits. Une robe de bure et sandalettes, voilà. Ça ne va pas le faire. Non, ça ne va pas le faire. On ne va pas faire une révolution joyeuse avec les robes de bure. Voilà.
Et donc, on n'atteindra pas nos objectifs. Parce que le fond de l'affaire, c'est quand même ça. Donc, je n'ai rien contre le fait de jouir de manière circulaire, mais il faut quand même que le plaisir soit là. Parce que sinon, ça ne fonctionne pas. L'économie circulaire, à mon avis, elle est beaucoup plus jouissive que l'économie linéaire qui est morbide. Hein, voilà, donc. Je suis heureux de vous l'entendre. Mais ça méritait d'être rappelé. Voilà. Je vous propose qu'on termine ce débat sur ces quelques mots qui sont importants quand même dans l'après-midi.